guerre secrète du pétrole. Nous allons continuer avec les origines, donc les aventuriers, d'où est parti le problème, d'où est parti la recherche du minet, du produit en lui-même et qui a causé tout ce que on observe de nos jours. Tout d'abord, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit que le pétrole reste une ressource minière. Donc, le pétrole est une ressource minière qui n'était pas euh, aussi valorisée que ça. On en connaissait les vertus thérapeutiques du pétrole jusqu'en en 1858, lorsque le colonel Drake arrive en Pennsylvanie, à Titusville en Pennsylvanie plus précisément. Il descend de son camion et il déclare, autant pour moi, que le seul maître ici, c'est mon fusil à 6 coups et la seule peine dans le code, c'est la peine de mort. Cette déclaration est du colonel Drake. Le colonel Drake, en fait, n'a jamais fait une formation de militaire, il n'est pas militaire de formation. En réalité, il était routier dans une petite compagnie d'exploration qui s'appelait, si j'ai bonne mémoire, la Seneca Oil Company. Ok. Donc, il était chauffeur à la Seneca Oil Company. Suite à tous ces fracas, il a été puni. Donc, c'est en réalité une punition lorsqu'on l'envoie à Titusville, en Pennsylvanie. Et il arrive là-bas, il a pour mission de rechercher de ce qu'on appelait la oil rocks. Oil rock, donc, c'est-à-dire l'huile qui découle des pierres, des cailloux. C'est cette huile-là qui avait en réalité des vertus thérapeutiques. Cette huile avait en réalité des vertus thérapeutiques et les latinos, les américains, je veux dire, tant pour moi, en utilisaient pour soigner plus ou plusieurs maladies. Vous voyez? Donc, en réalité, elle se vendait déjà sur le marché. Mais on n'en connaissait pas les valeurs énergétiques de la chose en elle-même. On ne connaissait pas les valeurs énergétiques. On était focalisé sur la valeur thérapeutique. Donc, le colonel Drake va arriver en Pennsylvanie. Il descend de son camion et il fait cette déclaration fracassante. Le, le seul maître ici, c'est mon fusil à 6 coups et la seule peine dans le code, c'est la peine de mort. Cette déclaration est assez évocatrice de ce que va devenir la suite c'est-à-dire le monde des énergies et des hydrocarbures tout en particulier. Le colonel Drake, après avoir fait cette affirmation, va se jeter dans l'exploration, mission qui lui avait été confiée par la Seneca Oil. Et c'est comme cela qu'il va commencer à tendre ses fils pour faire ce on appelle le Gravity Survey. Donc, où il tend un certain nombre de fils pour essayer de voir ce qu'il y a dans le sol. En réalité, là, on n'en était pas encore à la technologie qu'on a aujourd'hui. Il était question pour lui de prendre des mesures et ensuite faire des demi-forages et observer ce qui ressort. En réalité, la Pennsylvanie est l'un des États des États-Unis qui a des grandes réserves d'hydrocarbures. Donc, il y a ce qu'on appelle les CPGs, qui sont en fait des indicateurs, des roches mères. Les roches mères sont les roches qui portent les hydrocarbures, que ce soit liquide ou gaz. Ok. Donc, les CPGs, en fait, on les observait en Pennsylvanie, au Texas. Donc, il s'est rué vers la Pennsylvanie. Et c'est comme cela que dans ses recherches, son exploration, n'est-ce pas, le 28 août 1859, le premier puits foré par le colonel Drake va jaillir de l'huile noire, c'est-à-dire le pétrole, à un flow rate de 35 barils par jour, ce qui n'était pas ce n'est pas la production qu'on observe chez les majors aujourd'hui, mais c'était déjà une grande réalisation
à cette époque-là. Nous sommes en 1859. Nous sommes en 1859, presque un an après l'arrivée du colonel Drake en Pennsylvanie. Cette information sera rapidement relayée par les journaux et c'est comme cela que plusieurs compagnies vont se jeter à l'afflux de la Pennsylvanie. Tout le monde va débarquer en Pennsylvanie pour rechercher cette huile dont on en connaissait les vertus thérapeutiques. L'huile elle était déjà vendue sur le marché, mais en tant que produit thérapeutique. Donc, ils vont se ruer vers la Pennsylvanie et c'est comme cela que une fois en Pennsylvanie, ils vont acquérir des concessions. Donc, plusieurs compagnies vont en fait se partager ou se retrouver en train de se disputer des lopins de terre ou plutôt des concessions sur le sol de la Pennsylvanie. Vous voyez, c'est comme cela qu'ils vont en arriver à ce qu'on appelle des clauses où ils vont délimiter des territoires. Mais avant d'en arriver là, on va observer une certaine montée des tensions, de la rivalité et même une tension qui va dégénérer à des affrontements de temps en temps, en ceci que chaque compagnie ou chaque groupe va mettre sur pied ses espions, ses groupes d'exécuteurs, ses groupes d'ingénieurs de travail et tout. En réalité, ça se structure sous forme de chacun à sa puissance, met sur pied sa loi et la fait exécuter. Donc voilà en quoi, ce que est rapidement devenu la Pennsylvanie à la suite de cette annonce. Et dans ce même jeu, en même temps, les recherches vont évoluer de l'autre côté et on va découvrir l'utilité de l'huile, de cette huile noire. C'est comme cela que on va d'abord commencer par le chauffage. Donc on va voir que en réalité, elle est utile dans les chaudières. En même temps, la même huile, on l'utilise pour l'éclairage. Voilà comment, en 1859, ils vont mettre sur pied la lampe à pétrole. Et la lampe à pétrole va venir apporter la naissance, autant pour moi, désolé, de l'injonction linguistique. La naissance de la lampe à pétrole, en réalité, va marquer un tournant capital dans l'histoire du pétrole. Parce que avec la venue de la lampe à pétrole, désormais, on est convaincu que cette huile dont on ne connaissait que les vertus thérapeutiques a désormais des valeurs et une valeur énergétique dont on devrait prêter beaucoup plus attention. Dans cette foulée va naître un homme d'affaires très connu du monde du pétrole en la personne de Edwin Rockefeller. Alors, Rockefeller, ce qu'il fait, il était très intelligent et avec la lampe tempête, il va mettre sur pied une stratégie de production et de distribution. Il se rend donc compte que sa lampe tempête, tout le monde pouvait acheter du pétrole un peu de partout et mettre dans sa lampe tempête. Voilà comment il va donc créer en 1959, si j'ai bonne mémoire. Non, en 1800, autant pour moi. Attention, je parle bien de 1800. Ok. En 1860, donc un an après la naissance de la lampe tempête, et qu'il ait il ait commencé à commercialiser la lampe tempête et qu'il ait constaté qu'en réalité, il ne contrôlait pas ce marché, il va mettre sur pied en 1860 la très célèbre compagnie, la Standard Oil of New Jersey. La Standard Oil, la naissance de la Standard Oil en réalité, elle a pour mission de tout d'abord de s'acquérir des gisements de la Pennsylvanie. Ok. Tout d'abord, c'est le premier objectif. Offrir un produit de qualité à un produit standard. Donc, il se rend compte que tout le monde a du produit, mais il n'y a pas de standard. Le standard, c'est quoi? C'est l'exemple à partir duquel on peut se référer. Donc, c'est ça qu'on appelle le standard.
c'est l'élément dont tout le monde peut se référer. Il n'y a pas un standard. Voilà pourquoi sa compagnie en fait s'appelle Standard Oil of New Jersey. Donc, à partir de là, on connaît que il y a un pétrole standard. Donc, tout le monde devra faire l'effort d'approcher ne serait-ce que cette qualité. Et il va pousser le pion un peu plus loin. Il va développer une certaine stratégie marketing avec sa lampe tempête sera, selon certains dits, selon certaines indiscrétions, aux Américains, il donnera la lampe tempête gratuitement, mais vous savez, cette lampe tempête ne fonctionnera qu'avec le pétrole de la Standard Oil of New Jersey. Donc voilà comment Rockefeller s'est fait sa fortune dans un départ. Alors, par la suite, il va acquérir le contrôle progressif de toute la chaîne pétrolière. C'était là la vision de Rockefeller, s'acquérir le contrôle progressif de toute la chaîne pétrolière. C'est-à-dire quoi? À partir de l'exploration, le forage, la production, la transformation, la distribution, Rockefeller s'engage à, intervenir dans chaque maillon de la chaîne et à contrôler le marché en fait. Donc, et en troisième position, Rockefeller va se donner pour mission de pousser toutes les autres compagnies ou tous les autres intervenants à travailler avec lui. Travailler avec lui par tous les moyens que possible. Donc, il va mettre sur pied ce qu'on appelle les joint ventures. Les joint ventures, en réalité, sont ce que les prémices, ou plutôt les semences, la naissance des majors qu'on a aujourd'hui, la naissance de ces grands trusts. Parce que Rockefeller, dans sa vision, il était question que chacun s'allie à lui pour travailler avec lui. Et ceux qui ne vont pas faire avec lui tout naturellement, c'était de bonnes guerres à cette période, c'était de bonnes guerres. Ils seront tout simplement éliminés par un moyen ou par un autre. Ce qui ne sera pas chose facile en ceci que il régnait un climat un peu de western. Si vous avez regardé les films des États-Unis des années 40, c'était les films western, ça tournait un peu autour des histoires de transfert des barils de pétrole par train, par ceci, cela. En réalité, c'est le climat qui régnait en Pennsylvanie dans les années 1800 à la découverte du pétrole. Et ces trois missions, voilà comment dire, la colonne vertébrale de la Standard Oil dès son départ. Et c'est une mission que, à mon avis, Rockefeller a réussi à mettre sur pied. Donc, cela marquera donc la naissance des grands trusts que nous avons aujourd'hui. Bon, on va s'arrêter là. Si quelqu'un a des questions, il pose entre-temps pendant que je prépare le deuxième paragraphe.